Issu d'une famille aristocratique liée à la Thrace, Thucydide, 455-404 avant Jésus-Christ environ, grandit dans une Athènes politiquement et intellectuellement sûre d'elle-même, de son régime et de son droit à commander les autres cités. La guerre du Péloponnèse, qui débute en 431, devient alors la grande, sinon l'unique affaire de sa vie. Il commence à écrire, dit-il, en même temps que commence la guerre. Stratège en 424, il ne peut empêcher le Spartiate Brasidas de prendre la ville d'Amphipolis. Condamné, il vit dès lors en exil. Il meurt après la fin de la guerre et la défaite d'Athènes. Son histoire, inachevée, s'interrompt en 411. Je vais vous lire le début de cette fameuse histoire de la guerre du Péloponnèse qui nous informe sur la place que Thucydide lui attribue dans l'histoire grecque. Thucydide d'Athènes a composé le récit de la guerre entre les Péloponnésiens et les Athéniens, comment ils se firent la guerre. Il avait commencé dès son déclenchement et compté qu'elle serait importante et la plus considérable de toutes celles qui avaient eu lieu, se fondant sur le fait que des deux côtés, on s'y était engagé avec toutes ses ressources et voyant que le reste des peuples grecs se rangeait dans l'un ou l'autre camp, soit aussitôt, soit même en y réfléchissant. Car ce fut bien le plus grand ébranlement que les Grecs connurent ainsi qu'une grande partie des barbares, et qui s'étendit, pour ainsi dire, à la majeure partie de l'humanité. De fait, pour ce qui est de ce qui précéda et de ce qui fut encore plus ancien, il était impossible de trouver une claire connaissance du fait, de la masse du temps, mais d'après les indices qui me permettent, à l'examen, sur une très longue période, d'aboutir à une conviction, je pense que ce ne fut pas important relativement aux guerres ni aux autres domaines. Il est manifeste en effet que le pays appelé aujourd'hui Grèce n'était pas peuplé de façon permanente autrefois, qu'au contraire, il y avait dans les premiers temps des déplacements, et chaque groupe abandonnait son territoire aisément, contraint par des groupes qui étaient toujours en nombre plus important. Car, comme il n'y avait pas de commerce, et puisqu'ils ne se mêlaient pas sans crainte les uns avec les autres, que ce fût par terre ou par mer, et qu'en outre chaque groupe exploitait ses biens juste pour survivre, sans disposer d'un surcroît de ressources ni cultiver le sol, parce qu'on ne voyait pas quand un autre surviendrait, surtout qu'en même temps on n'avait pas de fortification, pour vous dépouiller, puisqu'en plus ils estimaient que partout ils pourraient se rendre maîtres de la nourriture quotidienne nécessaire, on n'avait pas de mal à se transplanter, et pour cette raison même, on n'était pas puissant par l'importance de villes ou par d'autres ressources. Et c'était surtout le meilleur sol qui, sans cesse, subissait les changements de population, le pays appelé aujourd'hui Thessalie et Béotie, et la majeure partie du Péloponnèse, à l'exception de l'Arcadie, ainsi que toutes les meilleures parties du reste. En effet, grâce à l'excellence du sol, la puissance croissante de certains suscitait des conflits internes qui causaient des pertes et en même temps augmentaient les menées conduites par des étrangers. Cela étant, l'Attique, du plus loin qu'on remonte, doit à la maigreur de son sol d'être resté à l'abri des conflits internes, et ce furent sans cesse les mêmes hommes qui l'habitaient. Voici un exemple, qui n'est pas le moindre, pour illustrer ce propos, à savoir que c'est par les migrations que les autres peuples n'ont pas connu pareille progression.
ceux qu'une guerre ou un conflit interne chassait, venaient, les plus puissants, du reste de la Grèce se réfugier chez les Athéniens en pensant y trouver la stabilité et, y devenant aussitôt citoyens, ils accrurent encore l'importance de la ville par le nombre de sa population, au point que par la suite, jugeant que l'Attique n'y suffisait pas, ils envoyèrent aussi des colonies en Ionie. Voici encore un fait qui, à mes yeux, prouve la faiblesse des anciens, et qui n'est pas le moindre. Avant les événements de Troie, il est manifeste que la Grèce n'accomplit rien ensemble. Au surplus, à ce qu'il me paraît, dans sa totalité, elle n'avait même pas encore ce nom. Mais avant l'époque d'Hélène, le fils de Deucalion, cette appellation n'existait même pas du tout. Chaque groupe, un par un, et en particulier le groupe des Pélages, donnait une dénomination tirée de son nom et l'étendait le plus possible. Quand Hélène et ses enfants devinrent forts en Phthiotide, et qu'on les faisait venir en aide dans les autres villes, dès lors ils furent de plus en plus appelés chacun Hélène du fait de leur relation, mais le nom ne put s'imposer à tous qu'après beaucoup de temps. La preuve principale est fournie par Homère. Ni bien après encore les événements de Troie, il n'a nulle part donné un nom à l'ensemble ni à d'autres qu'aux compagnons d'Achille venus de Phthiotide, qui furent justement les premiers Hélènes, et dans ses vers, il attribue l'appellation de Danaens, d'Argiens ou d'Achéens. Néanmoins, il n'a pas non plus parlé de barbares, parce que les Hellènes n'avaient pas encore été distingués pour faire un seul nom qui fit contrepoids. Donc, ceux qui furent appelés, chacun à son tour, Hellènes, tous ceux qui, de cité en cité, se comprenaient les uns les autres, puis la totalité ensuite, n'accomplirent ensemble rien avant les événements de Troie, à cause de leur faiblesse et de l'absence de rapport les uns avec les autres. Mais ils ne réunirent même cette expédition que parce qu'ils utilisaient déjà plus la mer. Minos est, en effet, le plus ancien que nous connaissions par ouï-dire avoir possédé une flotte, à s'être adressé pour la plus grande part la maîtrise de la mer, à présent grecque, pour avoir commandé aux Cyclades et être le premier colonisateur de la plupart d'entre elles, après en avoir expulsé les Cariens et y avoir installé ses propres enfants pour chefs. De plus, il se mit, vraisemblablement, à purifier la mer de l'élément pirate, pour autant qu'il le put, pour accroître ses revenus. De fait, les Grecs autrefois et ceux des barbares installés sur le littoral du continent, ainsi que tous ceux qui occupaient les îles, dès qu'ils commencèrent à traverser plus en bateau pour se rendre les uns chez les autres, se tournèrent vers la piraterie sous la conduite d'hommes qui n'étaient pas les plus dépourvus, pour leur profit personnel et assurer la nourriture aux faibles. Et, tombant sur des villes sans fortification et dispersées en villages, ils les ravageaient et en tiraient le plus gros de leur subsistance, car cette activité ne comportait pas encore de honte et même apportait un surcroît de renom. Et certains des continentaux le montrent encore maintenant, pour qui le bon ordre est de la bien pratiquer, et les anciens poètes aussi, qui partout font le même interrogatoire des voyageurs qui débarquent, en leur demandant s'ils sont des pirates, puisque ceux dont ils recueillent les réponses ne rejettent pas cette activité avec indignation, et que ceux qui avaient pour souci de savoir ne la blâment pas. Ils exerçaient aussi la piraterie mutuelle sur le continent. Et jusqu'à présent, une bonne partie de la Grèce est exploitée à la ancienne manière, dans la région des Locriens Ozoles, des Étoliens, des Acarnaniens et dans le continent de ce côté. Le port des armes a subsisté chez ces peuples continentaux et continue l'ancienne piraterie.
car toute la Grèce pratiquait le port des armes parce que les habitations n'étaient pas munies de protection, et que les accès pour se rendre les uns chez les autres n'étaient pas sûrs, et ils vivaient habituellement en armes comme font les barbares. Ces parties de la Grèce, ainsi habitées encore, sont le signe des modes de vie identiques qui existaient jadis et pour tous. Les Athéniens furent les premiers à déposer les armes et à se tourner, avec un mode de vie détendu, vers des mœurs plus douces. Et chez eux, les vieux parmi les riches n'ont pas cessé depuis longtemps, à cause de la délicatesse du mode de vie, de porter des tuniques de lin et de mettre des cigales d'or pour lier la touffe de leur chevelure. Et de ce fait, les vieux chez les Ioniens aussi, conformément à leur parenté originelle, ont longtemps conservé cet objet. En revanche, les Lacédémoniens furent les premiers à s'habiller, eux, avec modestie, tout comme c'est la mode actuellement, et, dans l'ensemble, les plus gros possédants y sont devenus particulièrement proches de la masse dans leur genre de vie. De plus, ils furent les premiers à se mettre nus, et après s'être dévêtus en public, à s'enduire d'huile en s'exerçant au gymnase. Dans le passé, même au concours olympique, les athlètes concouraient en portant un bandeau autour du sexe, et il n'y a pas beaucoup d'années qu'ils ont arrêté. Aujourd'hui encore, chez certains barbares, surtout les Asiatiques, il y a des épreuves de pugilat et de lutte qu'ils disputent, ainsi ceinturés. Mais on pourra indiquer que l'ancienne population grecque observait bien des pratiques identiques à celles de la population barbare aujourd'hui. Parmi les villes, toutes celles qui furent fondées très récemment et qui, alors que les conditions se prêtaient plus à la navigation, disposaient de surplus de richesses, étaient bâties avec des remparts au bord même de la mer, et elles prenaient le contrôle des isthmes pour faire du commerce autant que pour être forts, chacun vis-à-vis du voisin. Mais les anciennes villes, à cause de la piraterie, qui persista longtemps, furent fondées plus à l'écart de la mer, tant les villes insulaires que les villes du continent, car ils se pillaient les uns les autres, mais ils pillaient aussi tous ceux qui, n'étant pas gens de mer, habitaient dans les hauteurs. Et jusqu'à nos jours encore, ils sont établis à l'intérieur des terres. Néanmoins, les insulaires, qui étaient des Cariens et des Phéniciens, étaient des pirates. Ce sont bien en effet eux qui habitaient la plupart des îles. En voici un témoignage. Quand Délos était purifié par les Athéniens, pendant la guerre dont nous parlons, et que toutes les sépultures des morts qui se trouvaient dans l'île furent transportées ailleurs, il apparut que plus de la moitié étaient des Cariens, qu'on reconnut à l'ensemble des armes qui étaient ensevelies avec le mort, et à la manière dont encore aujourd'hui les Cariens ensevelissent leurs morts. D'autre part, quand fut constituée la flotte de Minos, les relations maritimes se développèrent entre eux, car les brigands des îles en furent chassés par lui au moment même où il colonisait la majorité d'entre elles. Et les populations du littoral, dès lors augmentant la possession de richesses, habitèrent avec plus de stabilité. Certains même établirent des fortifications, se disant qu'ils devenaient plus riches qu'ils n'étaient. En effet, tandis vers les profits, les faibles enduraient l'esclavage imposé par les forts, et les puissants, ayant surcroît de richesses, amenaient à la dépendance les cités inférieures. Et ils étaient encore plus dans ces conditions quand plus tard ils firent l'expédition contre Troie. De plus, me semble-t-il, c'est parce qu'il était supérieur en puissance à ses contemporains, et non pas tant pour emmener les prétendants d'Hélène, tenus par les serments envers Tyndare qu'Agamemnon réunit l'expédition. Selon les dires aussi de ceux qui ont reçu de leurs prédécesseurs la tradition des faits les plus sûrs pour le Péloponnèse, c'est Pélops qui fut le premier, grâce à l'afflux des richesses avec lesquelles il vint d'Asie chez des gens sans ressources, à se constituer une puissance et, bien qu'il fût immigré, à attribuer pourtant son nom au pays, et par la suite plus d'avantages encore furent accordés à ses descendants.
Comme Eurysthée fut tué en Attique par les Héraclides et que, vu qu'Atrée était son oncle maternel, Eurysthée, au moment où il partait en campagne, avait confié Mycène et son empire à Atrée, en se conformant aux règles de parenté. Mais celui-ci se trouvait fuir son père à cause de la mort de Chrysippe. Et comme Eurysthée ne revint plus, tandis que les Mycéniens aussi le voulaient par crainte des Héraclides, et tant parce qu'il paraissait capable que parce qu'il avait cultivé les faveurs de la masse des Mycéniens et de tous les sujets d'Eurysthée, Atrée reçut la royauté, et les Pélopides devinrent plus puissants que les Perséides. À ce qu'il me semble, c'est parce qu'il avait reçu ses biens et parce qu'en même temps il avait une flotte qui lui assura une force supérieure aux autres, qu'Agamemnon réunit l'expédition, non tant par la faveur qu'il obtint que par la crainte qu'il inspira et qu'il la fit. En effet, il est clair que lui-même partit avec le plus de navires et qu'il en fournit au préalable aux Arcadiens que l'a montré Homère, s'il suffit à chacun pour faire preuve. Et en même temps, à propos de la transmission du sceptre, il a dit qu'Agamemnon régnait sur de nombreuses îles et sut Argos entier. Or, il n'eût pas eu la maîtrise des îles, sinon des îles proches, et celles-ci ne pourraient être nombreuses. Étant lui un continental, s'il n'avait eu aussi un tant soit peu de force navale. Et il faut se figurer par cette expédition aussi la situation qui la précédait. Et du fait que Mycène était une petite place, ou que telle ou telle des places de ce temps-là semble aujourd'hui n'être pas importante, on ne saurait tirer un argument sûr pour ne pas croire que l'expédition eut la grandeur que les poètes ont dite et que retiennent les récits. Car si la ville des Lacédémoniens était vidée de ses habitants, et s'il n'en restait que les sanctuaires et les fondations des bâtiments, il y aurait, j'imagine, beaucoup d'incrédulité dans la postérité sur sa puissance comparée à son renom, car beaucoup de temps a passé. Or, ils exploitent les 2/5 du Péloponnèse et sont à la tête de la totalité ainsi que de beaucoup d'alliés à l'extérieur. Et pourtant, comme leur cité n'a pas été constituée par un rassemblement de population et ne dispose pas de sanctuaires et de bâtiments somptueux, et qu'au contraire elle a été peuplée en bourgades à la manière ancienne de la Grèce, Sparte paraîtrait inférieure. Tandis que si les Athéniens subissaient le même sort, on conjecturerait, j'imagine, une puissance double de la réalité à partir de l'aspect visible de la cité. Aussi bien, il n'est pas convenable d'être incrédule ni considérer l'aspect des cités au lieu de leur puissance, et il convient de tenir cette expédition militaire pour la plus grande par rapport aux précédentes et moindre que celle d'aujourd'hui, s'il faut croire ici encore à la poésie d'Homère. Comme il est convenable, étant poète, il a certes paré grossi, mais même ainsi elle paraît inférieure. En effet, Homère a donné, sur 1200 navires, le nombre de 120 hommes pour chacun des navires des Béotiens, de 50 pour ceux de Philoctète, en indiquant, à ce qu'il me semble, les navires les plus grands et les plus petits. Sur l'importance des autres, il n'a rien mentionné dans le catalogue des navires. Mais que les hommes étaient tous rameurs et aptes au combat, en même temps, il l'a montré à propos des navires de Philoctète. Il a représenté comme archers tous les hommes postés aux avirons. D'autre part, il n'est pas convenable de croire que de nombreux passagers naviguent avec eux, en dehors des rois et des principaux magistrats, en particulier parce qu'ils devaient traverser la mer avec l'appareil militaire et qu'ils n'avaient pas pourtant de bâtiments cuirassés et que ceux-ci n'avaient pas été construits à l'ancienne mode, plutôt à la manière des pirates. Donc, en considérant la moyenne entre les plus gros et les plus petits navires, il est clair que les hommes qui firent mouvement ne furent pas nombreux, étant donné que c'étaient des gens qui étaient envoyés en commun depuis toute la Grèce. La cause n'en était pas tant la faiblesse démographique que l'absence de ressources. En effet, par manque d'approvisionnement, ils avaient emmené des effectifs réduits et proportionnés à ce qu'ils escomptaient tirer sur place pour subsister pendant la guerre, mais quand, arrivés, ils eurent remporté une bataille, et c'est sûr car autrement ils n'auraient pas construit cette protection pour leur camp,
Il est clair qu'ils n'employèrent même pas alors toute leur puissance et qu'au contraire, ils se tournèrent vers l'agriculture en chersonèse et la piraterie par manque d'approvisionnement. C'est justement la raison pour laquelle les Grecs s'étant dispersés, les Troyens résistèrent de vive force pendant ces 10 ans, faisant jeu égal avec des adversaires chaque fois laissés sur place. Tandis que s'ils étaient venus avec de l'approvisionnement en excédent, et s'ils avaient constamment soutenu la guerre avec tous leurs effectifs, sans piraterie ni activité agricole, ils auraient facilement remporté une bataille et pris la ville, puisque, en vérité, même sans tous les effectifs, avec la seule fraction chaque fois présente, ils résistaient, alors que, s'ils s'étaient installés pour un siège, ils auraient pris Troie en moins de temps et avec moins de peine. Mais, du fait de l'absence de ressources, les événements antérieurs n'eurent pas de force, tout comme ceux-là eux-mêmes, les plus renommés de ceux qui eurent lieu auparavant sont manifestement inférieurs dans les actes à la légende et au récit qui s'est fixé sur eux aujourd'hui grâce aux poètes. C'est ainsi que, même après les événements de Troie, la Grèce était encore dans une phase de migration et d'installation, si bien qu'elle ne pouvait se développer dans la tranquillité. En effet, le retour des Grecs d'Ilion fut lent et bouleversa beaucoup, et des troubles se produisaient dans les cités, comme c'est généralement le cas, à la suite desquelles on fondait des villes quand on était chassé. De fait, les Béotiens d'un côté, ceux d'aujourd'hui, chassés d'Arnée par les Thessaliens, 60 ans après la prise d'Ilion, vinrent habiter la terre aujourd'hui appelée Béotie, et auparavant Cadméide. Mais il y avait aussi auparavant sur ces terres un détachement de ce peuple, ceux-là même dont ils avaient envoyé des combattants à Ilion. D'un autre côté, les Doriens, 24 ans aussi après, occupèrent le Péloponnèse en compagnie des Héraclides. La Grèce eut du mal à trouver la tranquillité au cours d'une longue période avant de pouvoir, dans la stabilité et sans être plus soumise aux migrations, envoyer des colonies. Les Athéniens alors colonisèrent les Ioniens et la majeure partie des insulaires, les Péloponnésiens, la plus grande part de l'Italie et de la Sicile, ainsi que quelques places dans le reste de la Grèce. Mais tout fut rétabli plus tard que les événements de Troie. Tandis que la Grèce devenait plus puissante et qu'elle acquérait encore plus de ressources qu'auparavant, dans bien des cas des tyrannies s'installaient dans les villes. Les revenus s'accroissant, alors qu'auparavant il y avait des royautés héréditaires avec des privilèges fixes, et la Grèce se mit à aménager des forces navales et se consacra davantage à la mer. Les Corinthiens furent les premiers, dit-on, à traiter d'une façon très proche de la nôtre les affaires navales. Et c'est à Corinthe que furent construites des trières pour la première fois en Grèce. Et il est clair aussi que c'est un constructeur naval corinthien, Améinoclès, qui fit pour les Samiens 4 navires. Il s'est écoulé à peu près 300 ans jusqu'à la fin de la guerre qui nous occupe, depuis qu'Améinoclès se rendit chez les Samiens. Et le plus ancien combat naval que nous connaissons met aux prises les Corinthiens et les Corcyréens. Et l'on compte au plus, pour lui aussi, 260 ans avant la même date. En effet, habitant leur ville au bord de l'isthme, les Corinthiens avaient toujours de tout temps possédé une place commerciale, car les Grecs jadis, ceux du Péloponnèse et ceux qui s'en trouvaient à l'extérieur, étaient en relation les uns avec les autres plus souvent par mer que par terre et passaient par le territoire corinthien. Et les Corinthiens disposaient de la puissance financière, comme le montrent bien les poètes anciens qui qualifièrent le pays d'opulent. Et quand les Grecs eurent développé la navigation, les Corinthiens, qui avaient acquis des navires, se mirent à détruire la piraterie. Et comme ils possédaient une place commerciale sur les deux côtés, les revenus financiers leur constituèrent une cité puissante. Les Ioniens eurent plus tard une importante flotte au temps de Cyrus, le premier à régner sur les Perses, et de son fils Cambyse, et dans la guerre contre Cyrus, ils eurent un certain temps la maîtrise de la mer dans leurs parages. Les Polycrates, qui furent tyrans de Samos au temps de Cambyse,
dut à sa puissance navale de soumettre les îles, et en particulier, il s'empara de Rhénée, qu'il consacra à Apollon d'Élien. Les Phocéens aussi, quand ils allaient fonder Marseille, remportèrent une victoire navale sur les Carthaginois. Voilà donc les plus grandes puissances maritimes. Et il est manifeste que même ces flottes, qui se situent bien des générations après la guerre de Troie, n'avaient que peu de trières, et étaient constituées encore de bâtiments à 50 rames, pentécontaires, et de longs bateaux de commerce comme ceux de cet ancien temps. Et peu avant les guerres médiques et la mort de Darius, roi des Perses qui succéda à Cambyse, il y eut des trières en nombre important que possédaient les tyrans Siciles et les Corcyréens. Ce furent en effet les dernières flottes considérables qui furent constituées en Grèce avant l'expédition de Xerxès. De fait, les Éginètes et les Athéniens, et d'autres s'il en était, ne possédaient qu'une flotte réduite, et la plupart de leurs navires étaient des bâtiments à 50 rames. Et c'est tardivement, à partir du moment où Thémistocle convainquit les Athéniens, qui étaient en guerre avec les Éginètes, et quand au même moment on attendait le barbare, de construire les navires de guerre avec lesquels justement ils livrèrent bataille. Et ces navires n'avaient pas encore de pont sur toute leur longueur. Tel était donc le genre de flotte des Grecs dans les temps anciens et postérieurement. Mais la force que se constituèrent ceux qui y accordaient leur attention n'était pourtant pas négligeable. Par les revenus financiers, il empire sur autrui. Ils faisaient voile contre les îles et s'en rendaient maîtres, surtout tous ceux qui n'avaient pas de territoire suffisant. Mais sur terre, il ne s'engagea pas de guerre d'où est surgit quelque puissance aussi. Toutes celles qui eurent lieu furent menées chaque fois contre les peuples limitrophes, et les Grecs n'emmenèrent pas des expéditions extérieures loin de chez eux pour soumettre d'autres peuples. Ils ne se trouvaient pas en effet réunis comme sujet aux plus importantes cités, et ils ne faisaient pas non plus, à titre personnel, des expéditions communes à parts égales. Au contraire, ils se faisaient plutôt la guerre chacun contre ses voisins. Et c'est pour la guerre qui eut lieu jadis entre les Chalcidiens et les Érythréens qu'il y eut le plus d'autres peuples grecs à se diviser pour se ranger dans l'alliance avec l'un ou l'autre. Il survint cependant des obstacles, divers selon les peuples, qui s'opposèrent au développement. Pour les Ioniens, qui avaient beaucoup progressé, ce furent Cyrus, avec la royauté perse, qui avait abattu Cyrus et pris tous les territoires jouxtant la mer en deçà du fleuve Alice, et qui mena une expédition contre eux, et qui asservit les villes du continent, et plus tard Darius, qui avait la maîtrise, grâce à la flotte phénicienne, asservit aussi leurs îles. Tous les tyrans aussi, qui se trouvaient dans les cités grecques, et qui ne veillaient qu'à l'accroissement de leur personne et de leur propre maison, gouvernaient leur cité en prenant le moins de risques qu'ils pouvaient, et aucune action notable ne fut accomplie de leur part, sinon ce qui fut dirigé par chacun contre les peuples établis à proximité, car les tyrans Siciles parvinrent à un très haut degré de puissance. C'est ainsi que de tous côtés, la Grèce se retint très longtemps d'accomplir en commun rien de manifeste, et, de ce fait, dans chaque cité, on manquait d'audace. Après les tyrans d'Athènes et du reste de la Grèce, où la tyrannie s'était répandue avant, furent renversés la plupart et les derniers, sauf ceux de Sicile, par les Lacédémoniens, car Lacédémone qui, après l'installation originelle des Doriens qu'il habite actuellement, avait été en proie à des luttes intérieures plus longues que celles dont nous ayons connaissance, avait pourtant, de toute antiquité, été bien administré et tout le temps préservé de la tyrannie. Voilà environ 400 ans, et juste un peu plus, en allant jusqu'à la fin de la guerre qui nous occupe, que les Lacédémoniens ont le même régime politique. C'est bien la raison de leur puissance qui leur permit de gérer aussi les affaires des autres cités.
Après donc le renversement des tyrans en Grèce, peu d'années après, il y eut aussi la bataille de Marathon entre les Mèdes et les Athéniens. Et 9 ans se sont écoulés avant que le barbare revint d'attaquer la Grèce avec sa grande expédition pour la servir. Et comme un grand péril était suspendu sur les têtes, les Lacédémoniens, dont la puissance prédominait, prirent le commandement des Grecs unis pour combattre, et les Athéniens, cependant que les Mèdes avançaient, conçurent le projet d'abandonner leur ville, ramassèrent leurs biens et embarquèrent. Ils devinrent ainsi des marins. Et quand ils eurent repoussé le barbare, peu après, les Grecs, qui s'étaient séparés du roi, et ceux qui avaient mené le combat avec eux, se répartirent en se rangeant aux côtés qui des Athéniens, qui des Lacédémoniens, puisque c'étaient les plus grandes puissances apparues, les uns étant forts sur terre, les autres sur mer. Pendant peu de temps, la fraternité des armes subsista, et puis les Lacédémoniens et les Athéniens divergèrent et se firent la guerre, chacun avec leurs alliés, et, parmi les Grecs, tous ceux qui avaient un conflit, où qu'ils fussent, recouraient désormais à eux. Tant et si bien que, depuis les guerres médiques jusqu'à la guerre qui nous occupe, sans désemparer, en traitant, en combattant, soit les uns avec les autres, soit avec leurs alliés quand ils faisaient défection, ils furent bien aguerris dans le domaine militaire et devinrent plus expérimentés en s'exerçant au milieu des dangers. Les Lacédémoniens commandaient sans soumettre leurs alliés au paiement d'un tribut, mais en s'attachant à ce qu'ils aient un gouvernement oligarchique qui ne convint qu'à eux-mêmes seulement. Les Athéniens, eux, commandaient en s'étant fait livrer, avec le temps, les navires des cités, à l'exception de Chios et de Lesbos, et en ayant imposé des sommes que tous devaient verser. Et quand arriva la guerre qui nous occupe, ils disposaient de forces supérieures au plus fort niveau qu'on n'eût jamais connu leur vigueur avec leur alliance intacte. Tel est l'état ancien que j'ai trouvé et qui est difficile à certifier en se fondant sur chaque preuve enchaînée. Car les hommes reçoivent les uns des autres, tout uniment et sans les vérifier, les traditions sur le passé, même si ce sont celles de leur propre pays. Il est ainsi assez sûr que la masse des Athéniens croit qu'Hipparque était tyran quand il était tué par Harmodios et Aristogiton, et ils ne savent pas qu'Hippias était au pouvoir, étant l'aîné des fils de Pisistrate, qu'Hipparque et Thessalos étaient ses frères, qu'Harmodios et Aristogiton soupçonnèrent qu'une dénonciation venue de leurs complices avait été faite à Hippias ce jour-là, soudainement, qu'ils s'abstinrent d'y toucher, le croyant prévenu, mais que, voulant quand même, avant d'être arrêtés, être en danger pour avoir agi, ils tombèrent sur Hipparque qui organisait la procession des Panathénées à l'endroit appelé Léocoréon et qui le tuèrent. Mais il y a bien d'autres faits encore présents et que le temps n'a pas oblitérés, dont les autres Grecs ont aussi une idée qui n'est pas exacte. Ainsi que les rois des Lacédémoniens prennent parti en disposant chacun, non d'un seul vote mais de 2, ou qu'ils aient le bataillon de Pitanée, alors qu'il n'a même jamais existé. Telle est la désinvolture que la majorité manifeste dans la quête de la vérité, préférant se tourner vers ce qu'ils ont tout près. Pourtant, en se fondant sur les preuves que nous avons indiquées, si l'on croit qu'il en est très précisément comme je l'ai exposé, on ne saurait faire erreur, plutôt que d'accorder foi aux versions que célèbrent les poètes, qui embellissent les faits en les amplifiant, ou aux versions qu'ont composées les logographes pour séduire l'auditoire, plutôt que pour aboutir au vrai, car ces faits sont impossibles à contrôler, et la plupart se sont imposés avec le temps pour devenir du mythe, sans qu'on doive y ajouter foi, mais on aura jugé qu'on les a établis assez conformément à la réalité pour des faits anciens en se fondant sur les signes les plus clairs. Et cette guerre-ci, bien qu'on juge toujours que la guerre que l'on mène est la plus importante, cependant que, lorsqu'ils sont terminés, on admire plutôt les événements passés, cette guerre révélera pourtant, si l'examen en est fait à partir des faits eux-mêmes,
quelle a été plus importante que cela? Encore ceci. D'abord, tout ce que chacun a prononcé sous forme de discours, soit au moment d'engager le combat, soit quand il était déjà dans l'action, il m'était difficile de rappeler avec exactitude même les paroles prononcées, celles que j'avais moi-même entendues, mais difficile aussi pour ceux qui m'en informaient, de n'importe quelle source. Mais c'est comme chacun, me semble-t-il, aurait dit chaque fois ce qui convenait le mieux sur la situation du moment, en me tenant le plus près possible du sens total des paroles véritablement prononcées. Voilà comment les discours ont été faits. Quant aux actions qui ont été commises dans la guerre, ce n'est pas en me renseignant auprès du premier venu, ni selon ce qu'il me semblait que j'ai prétendu les inscrire, mais ce sont celles auxquelles j'étais moi-même présent, et j'ai abordé chacune en recourant à autrui avec toute l'exactitude possible. Il fallait de la peine pour les trouver, car les témoins de chaque action ne disaient pas la même chose sur les mêmes actions. Leurs paroles dépendaient de leur parti pris ou de leur mémoire. Et pour l'audition, peut-être le manque de mythe dans les faits paraîtra-t-il plus désagréable. Mais pour tous ceux qui voudront examiner ce qu'il y a de clair dans les faits passés et dans les faits qui doivent être un jour à nouveau les mêmes ou proches, en vertu de la condition humaine, eh bien, juger utile les faits sera suffisant. Et ce qui est composé ici, c'est un acquis pour toujours, plutôt qu'un morceau écouté sur le moment dans un concours. Les précédentes actions, la guerre médique fut la plus importante. Et pourtant elle fut vite tranchée par 2 batailles sur mer et 2 sur terre. Cette guerre-ci, au contraire, se prolongea longtemps, et il se trouve que la Grèce y a souffert comme jamais en un temps comparable. En effet, jamais autant de villes ne furent prises et dépeuplées, les unes par des barbares, les autres par elles-mêmes, leurs habitants se combattant. Il y en a même qui, conquises, changèrent d'habitants. Jamais il n'y eut autant d'exils et de massacres, les uns accompagnant la guerre elle-même, les autres dus aux luttes intestines. Ajoutons que ce qui était dit par ouï dire, mais effectivement plus rarement certifié, ne devint plus impossible à croire. Ainsi, à propos des séismes, qui eurent à la fois le plus d'extension territoriale et la plus grande intensité aussi, et de même, les éclipses de soleil, qui se manifestèrent plus fréquemment face à ce dont on se souvient des temps antérieurs, et des sécheresses importantes chez certains qui entraînèrent des famines, et, n'ayant pas fait le moins de ravages, et ni moins de pertes, en partie au moins, l'épidémie de peste. Tout cela s'abattit ensemble en même temps que cette guerre. Le déclenchement, c'est la rupture par les Athéniens et les Lacédémoniens de la trêve de 30 ans, qu'ils avaient conclue après la prise de l'Eubée. Quant à la raison de la rupture, j'ai indiqué dès le début d'abord les griefs et les différends, pour qu'on ne cherche pas un jour d'où se forma une si grande guerre pour les Grecs. De fait, c'est la cause la plus vraie, mais la plus cachée dans les paroles, je pense. Les Athéniens, qui devenaient puissants et effrayaient les Lacédémoniens, les forcèrent à faire la guerre. Mais les griefs énoncés ouvertement de chaque côté, qui les amenèrent à rompre la trêve et entrer en guerre,